Voilà, j'avais demandé à Jean-François Chemin, qui a une très bonne expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-François, il est agrégé, il est docteur en histoire, il a enseigné 10 ans dans la ZEP. Et c'est l'auteur de plusieurs ouvrages comme Kiffe la France, comme Tarek, une chance pour la France, 2017. Et puis le dernier livre qu'il a écrit, qui n'est pas encore paru en librairie, que vous trouverez ici, qui est le récit de plusieurs conversions, témoignages, dont Myriam, qui témoignera demain au milieu de nous. Et donc Jean-François a une très bonne expérience de l'exercice justement de l'accueil des enfants dans les écoles, et comment aborder la question de la foi. Et son expérience, c'est que finalement ceux qui ont le plus de crainte de parler de la foi, c'est les chrétiens. Enfin, en tout cas, c'est chez les catholiques très, très souvent. Et les musulmans, en fait, posent toujours des questions. Et il dit dans ses années d'expérience que chaque fois qu'on parlait de religion, ils étaient très attentifs à ce qui allait se dire. Alors malheureusement, il n'est pas là parce qu'il s'est engagé sur d'autres choses. Et je vais essayer d'aborder l'expérience, la très belle expérience des écoles de l'association Espérance Banlieue. Je leur avais demandé de venir, mais étant donné que c'est des écoles confessionnelles et que c'était ici dans un cadre confessionnel, c'était plus délicat pour eux de venir, sachant que toute innovation dans le domaine de l'éducation nationale est toujours très suspect. Donc ils m'ont autorisé à prendre le document qu'ils ont fait sur les relations avec les familles de la communauté musulmane, et c'est ce dont je vais vous parler. Donc, tu peux faire passer le truc, il ne veut pas passer. Voilà. Voilà, donc les critères de discernement pour un directeur d'école d'Espérance Banlieue. Ça a été un petit peu l'objet de façon très synthétique. Le critère premier de discernement du directeur est le bien commun de son école, qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers des familles. Et du coup, la confessionnalité au sein des écoles Espérance Banlieue conduit à tenter de distinguer le respect dû au culte que professent les musulmans des pratiques culturelles qui sont induites par ce culte et qui, pour certaines, viennent souvent en opposition aux us et coutumes de la culture française. Alors cet exercice difficile est subordonné à la promotion du bien commun de l'école. Et donc c'est intéressant parce que, étant un confessionnel, il pose quand même un certain nombre de règles, de bases, et qui me semblent intéressantes d'entendre. Deuxième. La confessionnalité, donc l'enjeu, c'est bien évidemment le projet d'Espérance Banlieue, qui est entre autres celui d'adhérer à la culture française, et elle l'affiche et elle le dit. Enfin, la neutralité ne s'oppose pas à une exigence et fermeté vis-à-vis des demandes des familles musulmanes, argument bien sûr d'ordre culturel. Alors, le directeur, face aux demandes des familles musulmanes, il va ajuster sa décision à des critères. Et ces critères, on peut les citer. Le directeur va avoir 4 critères principaux. Le bien de l'enfant en qualité d'élève au sein de son école. Le bien de l'école en qualité de communauté humaine. Le respect des règles propres à toutes les écoles du réseau qui ont été établies pour faciliter la mise en œuvre du projet pédagogique dans toutes ses dimensions. Le respect des lois et celui des règlements s'ils s'appliquent aux écoles d'Espérance Banlieue.
Et la base du dialogue que les directeurs doivent entretenir avec les familles musulmanes se construit d'abord, et à l'occasion justement, des entretiens de recrutement. Leur dire clairement un certain nombre de règles auxquelles ils vont s'engager s'ils mettent leurs enfants dans une école. Et ici, c'est Espérance banlieue, qui n'est pas confessionnelle, mais dans une école confessionnelle, ça sera aussi, il y aura aussi des exigences, et donc des exigences propres. Et puis ensuite, chaque année, lorsqu'il y a la réinsertion, eh bien la réinsertion, tu peux descendre l'écran, la réinscription, pardon, ça va être de faire le point justement avec ces familles pour savoir comment elles ont vécu. Il y a un vrai dialogue qui va se faire pour dire quand il y a eu des refus, des manquements, des absences, etc., discuter avec ces familles. Par contre, dans Espérance banlieue, ce que j'ai compris vraiment du texte, c'est qu'il y a un refus lorsque la demande musulmane affirme l'existence d'un nous communautaire face à eux français. Là, il est extrêmement difficile d'entrer dans un projet à la fois pédagogique et à la fois d'une école. Donc là, il y a refus d'inscription de ces enfants. Les 4 lignes de conduite qui sont à la base d'Espérance banlieue, dans les écoles d'Espérance banlieue, c'est d'abord l'assiduité en cours. Donc, à l'exception des jours qui sont fériés en France et qui sont édictés en France, il n'y a pas d'exception pour des fêtes comme l'Aïd el-Kébir, comme l'Aïd el-Srir, comme Al-Fir, comme le Ramadan, etc. Donc c'est dit clairement au départ, il y a simplement l'absence autorisée par les fêtes édictées au niveau de la nation française. Ensuite, les questions des repas. Et vous savez que la nourriture, c'est vraiment un point extrêmement important. Ça l'est pour le monde musulman, ça l'est aussi j'allais dire dans notre société. Certains ceci, certains cela. Je connais bien le problème en communauté, c'est un casse-tête. Voilà. Alors, le repas à l'école et au collège. Donc, il est dit clairement aux parents et aux enfants, au départ, le repas est préparé par les familles. Donc, ça ne pose pas de problème. Les repas sont pris d'abord en commun. En commun, pour favoriser la fraternité entre les enfants, le corps des professeurs, etc. Et donc c'est un moment d'intimité. Et donc que l'enfant ne peut pas dire ah mais mon petit voisin qui lui a du jambon et qui va donc polluer la table sur laquelle moi je mange halal, je ne veux pas manger avec lui. Là on lui dit non, là ça vous pouvez pas. Il y a un respect à avoir au niveau du bien commun, de créer ce bien commun, de créer voilà. Alors, et c'est pareil pour le Ramadan, etc. Je passe. La troisième chose, c'est l'expression de la courtoisie. La vie en communauté exige des signes de reconnaissance et d'amabilité, qui sont la marque de relations de confiance. Parce que si les parents rencontrent un professeur femme, eh bien, dans la courtoisie française, on se salue, on se dit bonjour, on se serre la main. Surtout quand, depuis des mois et des mois, votre enfant est dans l'école. Donc il y a un respect à la fois de l'homme et de la femme à travers les relations qu'ils exercent dans l'expression de la courtoisie. Et ça, c'est important pour qu'il y ait une acceptation au départ de ces familles. Parce que si on ne le fait pas au départ, eh bien, le directeur d'établissement se trouve devant des difficultés.
C'est pareil, la question du, j'en ai pas parlé, mais du repas, c'est le problème du Ramadan. Et vous savez que pour une équipe pédagogique, d'avoir un enfant qui n'a pas mangé dans la journée, c'est compliqué. C'est au détriment de son apprentissage, au détriment de son attention, au détriment de... Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de concession quelque part, alors que cette école se dit totalement aconfessionnelle. Hein. Enfin, le quatrième point, il y a participation aux activités qui sont sur les temps scolaires. Le projet pédagogique vise à développer l'amour de la France et à la découverte d'une culture. Et donc, il peut y avoir des activités de visite de musées, de visite d'églises, de visite de chefs-d'œuvre, d'art, etc. Et l'enfant ne peut pas revendiquer sa culture musulmane pour dire non, je me soustrais à cette découverte et à cette construction. Ça c'est important parce que finalement ça va toucher par exemple les questions de piscine pendant le temps du Ramadan. Ça va toucher les questions de savoir est-ce que je vais participer au cours de musique, à savoir jouer d'un instrument, etc. Vous voyez toutes les implications que ça a et qui sont parfois compliquées. Donc, au départ, est donné, j'allais dire, le ton et les règles nécessaires. La méthodologie pour aider le directeur devant le fait accompli d'une revendication communautaire, c'est un processus en 3 étapes, assez connu du reste, parce qu'il est valable pour beaucoup de choses. C'est le premier des points, c'est le retour sur expérience. C'est-à-dire que de dire comment vous avez fait, comment vous avez pu répondre, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, etc. etc. C'est vraiment être le directeur étant le garant de l'esprit d'Espérance banlieue et de ces écoles, eh bien, il faut qu'il reste maître de l'espace et du temps et de la revendication des individus. Parce que chaque individu, à la limite, peut dire, moi, je veux, je veux ceci, et en fait, il doit viser le bien commun, c'est évident. Hein. Si moi, qui suis anglais, j'arrive en France en disant, moi, pour le respect de mon identité, je vous demande de conduire à gauche et non pas à droite. Ben, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, je vais avoir un accident, et dans le pire, je vais tuer les autres. Donc vous voyez, c'est important cette mise en perspective du bien commun par rapport à des revendications individuelles qui souvent aujourd'hui prennent le pas sur un bien commun. Le deuxième point, c'est reconnaître le point de vue de l'autre, donc c'est la compréhension du contexte. Il peut y avoir des situations personnelles, communautaires, etc. Je pense simplement, on s'aperçoit bien que là, il y a nécessité pour ceux qui sont en contact avec des familles musulmanes, avec des enfants musulmans, de se former. Et comme le dit le pape Jean-Paul II, de se former de façon objective. Et non de façon, j'allais dire, bucolique, simple. Donc il y a une nécessité de se former pour ces questions-là. Niveau d'intégration des familles, ce qui est important, c'est pour l'équipe pédagogique, pour ceux qui sont en charge de ces écoles, c'est de bien voir aussi comment évoluent ces familles. Est-ce qu'elles sont plutôt vers la sécularisation, hein, vous rappelez les pourcentages dont nous a parlé Jean-Jacques Walter ce matin. Bon, c'était rapide, alors on a difficulté à intégrer tout ça, hein, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de familles qui sont, j'allais dire, intégrés, et d'autres qui vont peut-être être plus traditionnels, d'autres plus se radicaliser. Donc c'est nécessaire pour le chef d'entreprise de l'estimer avec ses équipes. Et puis enfin, la prise de distance managériale, ça c'est assez classique, l'analyse de la situation sans intégrer le facteur religieux, c'est-à-dire essayer de répondre à ces familles sans aborder la question religieuse. La question religieuse peut être un piège, il faut reformuler. Si c'était quelqu'un d'autre
qui demandait telle ou telle exigence, même si c'était pas musulman, comment je répondrais? Vous voyez? Je vous donne un exemple que j'ai vécu à l'université. Simple, tout simple, c'est que dans les travaux pratiques que nous exercions en chimie à l'école centrale, eh bien, on voit apparaître de plus en plus de jeunes filles voilées. Or, forcément, lorsque vous faites des manips en chimie, il vaut mieux ne pas avoir de voile, sinon ça va pas très bien se passer. Voilà, il y a des risques de sécurité. Et ça a été très compliqué pour mes équipes à l'époque, parce que c'était de dire vous enlevez le voile ou alors vous partez. Et si vous partez, c'est 0. Donc elles sont parties et ça a été 0. Et forcément, ça montait en pression. En fait, elles étaient, en discutant avec elles, très salafistes et un peu, comment dirais-je, instrumentalisées. Mais il n'empêche qu'il a fallu, j'allais dire, poser un certain nombre de questions. Et là où on s'est rendu compte qu'on n'avait été pas très bon, c'est qu'à l'inscription, il fallait avoir une charte très nette et précise, ce que maintenant toutes les grandes écoles font, ce que l'INSA fait, l'école centrale le fait aussi maintenant, pour ne plus avoir tous ces problèmes à gérer pour les enseignants, pour les professeurs, pour les équipes, qui se trouvent après dans des difficultés incroyables. Et il a fallu leur répondre, non, au niveau de la sécurité, c'est pas possible. Alors elles ont argumenté comme quoi au Maroc, elles avaient l'autorisation. Alors on leur a dit, bien on va aller voir. Et puis c'était pas vrai. Et puis on leur a dit, vous savez, en Syrie, avant la guerre, il était interdit de porter le voile à l'université. Hein. Donc c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose que vous pouvez imposer. Donc maintenant, toutes les écoles, sauf les universités, qui sont encore dans une situation assez délicate, parce qu'ils ne savent pas trop le gérer. Il y a des tendances un peu diverses, et peut-être un peu islamo-gauchistes, qui empêchent que se vivent un certain nombre de règles, et du coup, cela ne peut pas se faire. Voilà, c'était...